OK, alors bienvenue au colloque intitulé Vieillir dans les territoires en transformation, organisé par l'équipe de recherche Vie, qui est Vieillissement, Exclusion sociale et Solidarité, qui est financé par la FRQ-SC. Et ce colloque est en collaboration avec le CREGES, qui est le Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale, et Engage, qui est le Centre de recherche de Concordia sur le vieillissement. Je m'appelle Megan Joy et je suis un professeur agrégé de sciences politiques à l'Université Concordia et je co-dirige actuellement Équipe Vie avec Dr. Patrick Marier. Je suis également directeur par intérim d'Engage. J'aimerais commencer par reconnaître que l'Université Concordia est située en territoire autochtone, laquelle n'a jamais été cédée. Je reconnais la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Kanien'kehá:ka, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect avec les liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Bien que cette conférence se déroule sur les terres non cédées de la nation Kanien'kehá:ka, beaucoup d'entre vous ne regardent pas de Montréal. Alors, nous vous invitons donc à réfléchir avec nous un instant sur les terres et histoires où vous vous trouvez maintenant. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre quatrième et dernière panel de ce colloque intitulé « Les politiques publiques comme réponse aux effets des transformations territoriales sur les aînés ». Catherine a posté les informations utiles dans le clavardage. Alors, brièvement, vous pouvez utiliser les écouteurs ou haut-parleurs pour une meilleure qualité audio. Votre caméra et votre micro seront fermés tout au long de la rencontre. Nous vous demandons de communiquer vos questions par écrit dans la section questions et réponses Q&R. Les questions seront acheminées aux conférenciers lors de la période de discussion à la fin. L'onglet clavardage avec un seul bulle sera utilisé pour vous communiquer par écrit les consignes et documents pertinents. Le matériel post-conférence, alors les enregistrements du webinaire, seront envoyés par courriel quelques semaines après la conférence et seront également affichés sur le site web du colloque. Si vous avez d'autres questions, veuillez envoyer un courriel à Catherine Bradette. Alors, j'ai le plaisir d'animer ce dernier panel et de ce fait, j'ai quelques minutes supplémentaires de parler un peu de mes propres intérêts de recherche en lien avec ce panel et avec le colloque en général. Alors, merci d'avance de m'écouter. Alors, comme j'ai dit, je suis professeur agrégé du département de sciences politiques de l'Université Concordia. J'enseigne les cours sur la politique et l'administration du gouvernement local et sur les terres urbaines. J'ai une maîtrise en aménagement et un doctorat en études politiques. Et ce que je trouve vraiment intéressant est qu'il n'y a pas toujours beaucoup de fertilisation croisée entre les disciplines d'aménagement et de sciences politiques et des études sur les politiques. Et c'est peut-être surtout au Canada, comme un grand parti de cela, que la politique canadienne se concentre beaucoup sur l'élaboration des politiques fédérales et provinciales, plutôt que le gouvernement municipal, local, régional. Et cela est peut-être enraciné dans le fait que le gouvernement municipal et l'aménagement du territoire ne sont pas inclus particulièrement dans la Constitution canadienne, mais sont plutôt considérés comme une responsabilité du gouvernement provincial. Alors oui, les provinces dictent les grands cadres juridiques et presque tous les enjeux municipaux ont un élément intergouvernemental, c'est certainement le cas. Mais les municipalités ne sont pas seulement les exécutants de la politique provinciale. Elles conservent le pouvoir de décision politique sur de nombreuses questions locales et nous devons comprendre ça. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas des contraintes aussi. Alors, comme nous en avons parlé beaucoup dans les autres panels, la dépense vis-à-vis de la taxe foncière est vraiment importante et affecte pratiquement toutes les décisions municipales, c'est vrai. Alors, nous devons vraiment comprendre à la fois l'agence et les contraintes pour les municipalités et la façon dont ceci diffère dans les différentes géographies territoriales et politiques.
Mais dans la discipline de sciences politiques, nous ne considérons pas toujours les plans d'aménagement et de nombreux aspects de l'élaboration de politiques municipales comme politique et digne d'une analyse politique. Il est peut-être des fois considéré comme seulement technique et non politique et sans intérêt. Et j'ai été toujours complètement en désaccord avec cela. L'aménagement et les politiques locales et l'élaboration des politiques. Et il est absolument politique. Il affecte la vie quotidienne des gens, leur mobilité, leur accès à toutes sortes de biens et services nécessaires pour prospérer et survivre. Et cela affecte viscéralement qui est inclus et visible et qui est exclu et invisible dans notre société. Et ce que nous avons vu dans ce colloque jusqu'à présent, c'est que dans beaucoup trop de géographie et d'espace politique local, les besoins des personnes âgées n'ont pas été pris en compte, en gros, historiquement, et des fois aussi encore aujourd'hui. Pourtant, notre population vieillit et à certains endroits plus substantiellement que d'autres. Il est donc nécessaire de réorienter le navire dans notre politique et d'aménagement. En ce qui concerne les thèmes que nous abordons aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement comment la politique réagit aux changements territoriaux et comment ils affectent les personnes âgées, mais aussi comment la politique crée les changements territoriaux à travers la prise de décision politique et la non-prise de décision. Et si les politiciens, les décideurs tiennent en compte les personnes âgées et du vieillissement de la population lorsqu'ils prennent les décisions. Alors, c'est un peu une relation circulaire que je pense que le panel abordera aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous accueillons aujourd'hui 3 merveilleux panélistes que je vais maintenant vous présenter. Nous commençons par une présentation de Claire Mondugat. PhD en géographie sociale de l'Université Laval. Claire Mondugat est professeur à l'Université de Québec à Rimouski, où il enseigne en géographie et en développement régional. Il a aussi travaillé comme chercheur à Statistique Canada, s'intéressant particulièrement aux disparités canadiennes et à l'économie du monde rural. Ses travaux de recherche portent particulièrement sur les disparités socio-économiques et territoriales, l'aménagement du territoire, le monde rural et le développement territorial. Il accorde beaucoup d'importance dans ses travaux de recherche au rôle de la structure de peuplement et particulièrement à la distance et à la dispersion comme facteur de disparité. Il a publié de nombreux articles et ouvrages dans 5 livres aux presses de l'Université de Québec. Son dernier livre, paru en juin 2022 et ayant pour titre « Aménagement, développement et environnement au Québec », jette une égale critique sur les politiques d'aménagement et de développement régional du Québec des années 1960 à aujourd'hui. Les problèmes des disparités, de la pauvreté, de la marginalité et de la dévitalisation y occupent une grande place. Le livre contient des propositions pour consolider le peuplement rural, freiner la dévitalisation et ainsi favoriser le maintien des services de base. Alors, j'ai vraiment hâte de lire ce livre et d'apprendre plus à travers cette présentation. Nous aurons ensuite une présentation de David Paradis. David Paradis est urbaniste. Il cumule 20 ans d'expérience dans les milieux municipaux, universitaires et privés, avec une expertise particulière en urbanisme durable et design urbain. Il s'est joint à l'équipe de Vivre en ville en 2010, où il supervise et participe à différentes recherches sur les pratiques façonnant le territoire, à la rédaction de publications thématiques sur les collectivités viables, à l'organisation d'activités de formation à l'intention de différents publics, ainsi qu'à l'accompagnement des municipalités québécoises et de leurs partenaires. Il est également chargé du cours en urbanisme physico-spatial à l'ESSAD, qui est l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional de l'Université Laval depuis 2005. Et dans cette présentation, David parlera d'un projet Vivre en ville qui aide les municipalités à intégrer le vieillissement actif aux exercices de planification. En ce sens, cette démarche se situe comme complémentaire à la démarche MADA,
qui est Municipalité Amie des aînés. Alors, ça m'intéresse particulièrement puisque j'étudie le programme MADA et nous en avons également parlé des programmes MADA durant notre deuxième panel de ce colloque. Et il y a eu certainement des critiques dans la littérature selon les MADA peut être considérés comme de petits projets pilotes qui ne changent pas fondamentalement l'élaboration de politiques et l'aménagement pour répondre aux besoins des personnes âgées. Et ce travail semble vraiment offrir un moyen d'aborder ce défi plus fondamentalement. Alors, c'est vraiment intéressant. Cela nous amène à notre dernier panéliste, Bruce Wafer, qui possède une expérience très concrète au niveau municipal. Bruce est le maire de municipalité d'Esquimalt. Comme plusieurs de sa génération, il a quitté la région pour poursuivre ses études. Après compléter le barreau en 1983, il s'est retrouvé vice-président d'une société de gestion à Montréal où il travaillait pendant ses études. En 1995, il a pris la décision de retourner chez lui en Gaspésie. Dès son retour en Gaspésie, il s'est vite retrouvé à siéger sur les conseils d'administration d'organismes communautaires et en 2000 comme conseiller municipal et depuis 2013 comme maire de la municipalité d'Esquimalt. Une de ses préoccupations comme maire est le vieillissement de la population et de là, ses implications au niveau de la MRC, qui est la municipalité régionale du comté, et au régional. Dans le but de retenir sa population vieillissante, comme ils n'ont pas d'infrastructure de proximité pour pallier les étapes de vieillissement sur leur territoire municipal, ils participent dans les projets innovateurs et alternatifs sur leur territoire. Alors, c'est vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus de cette expérience sur le terrain, en particulier d'un politicien municipal. En tant que personne qui étudie les municipalités, je pense que le public et les universitaires s'attendent souvent à que les municipalités fassent de plus en plus de choses. Mais il existe certainement des contraintes très réelles pour les gouvernements municipaux dans notre système fédéraliste, dans notre état de providence mixte. Alors, et c'est certainement croisé avec le contexte territorial et politique. Alors, c'est vraiment intéressant. Alors, merci à nos panélistes d'être ici aujourd'hui. Vous aurez chacun 15 minutes pour présenter et nous aurons ensuite une période de discussion de 25 minutes que je pense va être très animée et dynamique. Je rappellerai au public de bien vouloir mettre vos questions dans le Q&A. Veuillez identifier à qui les questions sont adressées et si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, nous veillerons à ce que les réponses vous soient fournies par courriel après le colloque. Alors, sans plus tarder, notre première présentation sera de Clermont Dugas. Merci. Clermont, c'est à toi. Oui, bonjour. Alors, je vais commencer dans un premier temps pour... Je vais essayer de retrouver mon PowerPoint. Voilà. Bon. Alors, dans un premier temps, je vais parler du dépeuplement et par après des politiques territoriales. Le maintien à domicile des personnes âgées implique au préalable l'existence de services de proximité dans leur localité de résidence. Cette présence de services s'impose d'autant plus qu'il n'y a pas de système de transport en commun. Quand il n'y a pas de système de transport en commun efficace, rejoignant les municipalités avoisinantes pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser l'automobile. Pour assurer l'existence de ces services, et notamment les services commerciaux de base, il faut un minimum de population. Beaucoup de petites localités sont dans une situation critique à cet égard. L'âge de la retraite des propriétaires de commerce entraîne souvent leur fermeture en milieu rural, faute de relève et de clientèle suffisante pour assurer la rentabilité pour de nouveaux propriétaires. Le problème s'accentue en fonction de la diminution de la taille démographique des localités. La taille démographique et la localisation sont déterminantes pour la nature des services publics et commerciaux que les petites localités peuvent garder. En raison de ces impacts, je m'excuse, j'ai un petit problème, je peux pas. J'ai un problème avec mon PowerPoint. Bon, en raison de ces impacts,
Bon, je ne peux pas lire mon PowerPoint au complet. C'est là. Je vais devoir réduire la taille du PowerPoint. OK, c'est correct. Alors, l'évolution démographique en milieu rural est commandée par des facteurs structurels et conjoncturels. Dans le contexte actuel au Québec, les facteurs structurels et conjoncturels jouent un rôle déterminant. Ce sont des facteurs sur lesquels il est possible d'intervenir, même s'il y a une tendance à la décroissance démographique constante dans certaines parties du territoire. Les faits démontrent que la décroissance n'est pas irréversible. L'examen de la démographie municipale depuis 1900 illustre une importante modification de l'évolution démographique dans les municipalités. Au cours des décennies, je m'excuse, c'est parce que j'ai un problème avec mon écran d'ordinateur et je ne peux pas lire la partie supérieure de mon PowerPoint. Alors, je vais devoir réduire la taille. C'est correct. Non, c'est excellent. D'accord? Oui. Ça va? Bon, Oui. c'est bon. Alors, donc, en raison de ces impacts sur des services de base, l'évolution démographique prend une signification importante en milieu rural. Cette évolution est commandée par des facteurs naturels, structurels et conjoncturels. Dans le contexte actuel au Québec, les facteurs structurels et conjoncturels jouent un rôle déterminant. Ce sont des facteurs sur lesquels il est possible d'intervenir, même s'il y a une tendance à la décroissance démographique constante dans certaines parties du territoire. Cette décroissance, par contre, n'est pas irréversible. Au cours des décennies, les cas de décroissance ont eu tendance à se concentrer dans les régions périphériques en fonction de l'évolution des activités et de la vie socio-économique de la province. Un certain nombre de localités fragilisées par des éléments structurels sont très sensibles aux éléments conjoncturels et ont des effets démographiques et ont des effectifs démographiques qui fluctuent à la hausse ou à la baisse d'une période quinquennale à l'autre. Le tableau que je vais vous présenter illustre l'importante variabilité des cas de décroissance d'un recensement à l'autre depuis 1901. Ces changements s'expliquent par des événements conjoncturels affectant soit le monde rural, soit l'ensemble de l'économie provinciale, nationale ou même internationale. Alors, le maximum de cas de décroissance a été atteint en 1971 avec 695 localités en dépeuplement. C'était l'époque de la Révolution tranquille qui a apporté un important changement structurel au Québec. En 2001, ce sont 57 MRC. Ce sont 57 MRC qui sont en décroissance en raison de la crise frappant les secteurs miniers et forestiers qui a entraîné beaucoup de fermetures d'entreprises. Un autre changement spectaculaire s'est produit en 2001 avec seulement 371 localités en décroissance, le plus faible nombre jamais atteint. On peut supposer que la COVID est en cause ici, avec une rétention des ruraux en milieu rural et un exode de la ville vers la campagne. La situation de 2021 indique que le secteur rural a toujours d'importants facteurs d'attraction dont le gouvernement devrait tenir compte dans ses politiques de développement et d'aménagement du territoire. C'est aussi toute la structure de peuplement qui doit être reconsidérée. Quelle que soit l'année du recensement, on peut observer une relation étroite entre la structure de peuplement et l'évolution démographique. La structure de peuplement du Québec est très déséquilibrée. Je vais essayer d'agrandir l'écran pour ces quatre-là. Voilà. Alors, il y a une très forte concentration de la population dans le sud-ouest de la province. La structure urbaine est également localisée l'essentiel de la structure urbaine est localisé au même endroit. Il y a très peu de villes dans les régions périphériques où la densité de population est beaucoup plus faible. Alors, sur cette carte, on peut observer la relation qui existe entre les centres de services, la localisation des centres de services, la localisation des villes et les localités en décroissance. En bleu, on retrouve toutes les localités en décroissance et on constate qu'elles sont généralement à une certaine distance des centres de services et des villes.
toujours en bleu les localités en décroissance et en rouge les localités en croissance démographique. Alors, sur cette carte, on peut voir là, un important clivage entre l'est et l'ouest de la province, c'est-à-dire entre la partie de la province faiblement urbanisée et l'ouest qui est fortement urbanisé. Alors, le même scénario là, se produit, ça c'est pour une période de 20 ans, mais le même scénario se produit à chaque recensement. Alors, donc, ici, ça doit être, je ne peux pas le lire sur ma carte, mais ça doit être le recensement. Bon, je vais y aller successivement. Voilà. Donc, à chaque recensement, c'est toujours le même clivage Est-Ouest qui traduit bien la relation qui existe de fait entre la structure urbaine et l'évolution démographique. Cette carte représente la situation qui prévaut actuellement avec le recensement de 2021. Il y a beaucoup moins de localités en décroissance qu'antérieurement. Enfin, en décroissance, ce sont toujours les couleurs foncées. Beaucoup moins de localités en décroissance, mais elles se retrouvent toujours aux mêmes positions, c'est-à-dire loin des villes et des centres de services et aux marges de l'écoumène. La taille démographique des localités affecte leur évolution. La propension à la décroissance est plus forte dans les plus petites localités. Sauf exception comme en 2021, c'est environ 60% des petites localités qui sont en décroissance démographique à chaque recensement. Cette proportion varie là, en fonction, elle diminue en fonction de l'augmentation de la taille de la localité. L'interrelation structure-conjoncture crée une importante variabilité dans l'évolution du nombre de localités et de MRC en décroissance à chaque recensement. Les localités MRC les plus fragiles restent en décroissance continue. Il y a de la décroissance qui dure depuis au moins 50 ans à de nombreux endroits. C'est notamment le cas pour la MRC de la Matapédia, qui a perdu 50% de sa population. En 2021, on dénombre 269 localités de 500 habitants et moins, dont 121 sont en décroissance démographique. Également 262 localités de 501 à 1000 habitants, avec 89 localités en décroissance. Alors, ce sont ces localités de 1000 habitants et moins qui sont considérées là, comme des milieux fragiles, susceptibles de perdre leur service avec la diminution de la population. La répartition des localités, encore ici, je vais essayer de faire d'agrandir. Voilà. Alors, la répartition des localités de 1000 habitants et moins au recensement de 2021. Les couleurs froides représentent les localités en décroissance, les couleurs chaudes, les localités en croissance démographique. Alors, donc, les localités en décroissance, ce sont celles qui sont, encore une fois, dans les marges de l'écoumène, une bonne partie à l'est de la Beauce, et loin des villes et centres de services. Les localités en croissance, ce sont celles qui sont près des villes, et il est à noter ici particulièrement le grand nombre de petites localités en croissance démographique dans la région de Montréal, ce qui peut être attribué aussi à l'exode des gens de la ville vers le monde rural durant la pandémie. La population des petites localités est plus vieille et elle vieillit plus rapidement que celle de l'ensemble du Québec. Alors, pour les petites localités de 500 habitants et moins, les 65 ans et plus représentent 27% de la population, comparativement à 21% pour le Québec. L'âge médian est de 52 ans, comparativement à 43 pour le Québec. Et cet âge médian, mais il dépasse 60 ans dans plusieurs municipalités. L'âge médian augmente plus vite dans les petites localités que dans l'ensemble du Québec. Pour l'ensemble du Québec, entre 2016 et 2021, une augmentation de 0,5. Pour les petites localités de 500 et moins, c'est 1,1. La proportion des 85 ans et plus est plus faible dans les petites localités que dans toutes les autres. Cela évoque l'absence de services nécessaires pour assurer leur maintien à domicile et dans leur localité. Maintenant, je vais parler des politiques gouvernementales relatives au peuplement depuis 1980. Alors, il y a eu une importante succession de programmes de développement à partir de 88, reposant sur la théorie du développement local et de la décentralisation. Une très faible attention a été accordée à l'atténuation des disparités territoriales. Il y a eu allocation de petits fonds de développement sur présentation de projets de la part de groupes
communautaire et de la population. Dans le cadre de ces programmes, le gouvernement faisait un appel au dynamisme, à l'esprit d'entreprise, à la fierté et à la solidarité, et il se positionnait comme l'accompagnateur des initiatives du milieu. Il n'y a pas eu de prise en compte des problèmes structurels qui freinent le développement. Dans la majorité des programmes, toutes les localités sont traitées sur le même plan. Sauf pour le programme concernant les municipalités dévitalisées, il n'y a eu aucune attention particulière pour freiner la dévitalisation. La décentralisation constamment invoquée consiste surtout à la décentralisation aux municipalités et aux régions de la responsabilité de leur développement. Décentralisation et responsabilité sans pouvoir adéquat d'intervention. Le gouvernement se déresponsabilise en disant que les régions connaissent leurs besoins et qu'il est de leur responsabilité de les satisfaire. Depuis le début des années 2000, 4 politiques de développement concernent particulièrement le monde rural. C'est la politique de la ruralité, le plan d'action gouvernemental à l'intention des municipalités dévitalisées, un plan qui a été de très courte durée, et la stratégie ou les stratégies pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires. Et enfin, la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles qui a été votée en 1978. La politique de la ruralité, c'était un appel à l'initiative du milieu pour l'élaboration de petits projets communautaires liés à l'aménagement du territoire. Les projets étaient financés par les pactes ruraux sous la responsabilité des MRC. Cette politique a été appliquée à toutes les localités de 14 000 habitants et moins. Ça correspond à une définition du rural assez particulière qui visait à rejoindre le plus de municipalités possible. Normalement, le rural est défini comme des localités de 3 000 ou 2 500 et moins. Les budgets étaient beaucoup trop faibles pour la réalisation de projets significatifs. Par exemple, dans la dernière phase de la politique, alors que les budgets étaient les plus élevés, ça correspondait, pour une municipalité, le budget correspondait à une moyenne de 32 000 par année. Il n'y eut aucune mesure spécifique pour les localités en dévitalisation dans le cadre de cette politique-là. La politique de la ruralité n'a eu aucun effet significatif sur les structures de peuplement et de l'économie et n'a pas pu freiner le dépeuplement. C'est plutôt le contraire qui s'est produit avec une augmentation constante du nombre de localités en décroissance, avec le deuxième sommet historique depuis le début du 20e siècle, avec 615 localités en dépeuplement en 2016. La politique aurait sans doute été plus efficace si elle avait été centrée sur les localités à problème avec de plus gros budgets et la prise en compte des services de base du secteur privé. Les localités dévitalisées, donc le programme plus de courte durée, mais cette politique-là n'a rien changé à la situation qui existait. Maintenant, la stratégie qui est en cours, la stratégie pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, cette stratégie, au titre évocateur, n'apporte rien de plus que les stratégies antérieures et ne comporte aucun objectif lié particulièrement à la consolidation du peuplement rural et aux services de proximité. Avec un discours nouveau et de nouvelles modalités d'application, elle reprend l'approche traditionnelle en matière de développement avec l'attribution de fonds de développement gérés de diverses façons avec la participation de Québec. La grande innovation est qu'il y a un fonds spécifique pour Montréal et un autre pour Québec. Les fonds servent au financement de projets émanant du milieu. Ils sont répartis en 4 volets. Un des volets s'intitule soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, mais le concept là, ne fait pas explicitement référence aux petites municipalités en voie de dévitalisation. Alors, les exemples qui sont donnés dans la description de la politique parlent de diversification de l'économie, de réaménagement d'une rue principale ou encore développement d'un secteur récréatif. Maintenant, j'aborde la question de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Cette loi qui a pour but de protéger les bonnes terres agricoles et qui est efficace en ce sens, contribue aussi fortement à bloquer le renforcement du peuplement dans les localités rurales des régions périphériques. Elle empêche l'implantation de nouvelles résidences sur des terres sans potentiel agricole et l'arrivée de nouveaux résidents. Elle est considérée nuisible au développement économique à plusieurs endroits. Malgré leur décroissance démographique, de nombreuses localités rurales manquent d'espace pour la construction de nouvelles résidences et d'entreprises commerciales en raison du zonage agricole. Des enfants ne peuvent construire leur résidence sur la terre laissée par leurs parents. D'anciens résidents de retour de l'extérieur ne peuvent reconstruire leur résidence sur leur propre terre.
Des enfants ne peuvent se partager de l'eau boisée reçue en héritage. Une résidente en zone agricole ne peut accueillir des personnes âgées dans sa résidence. Alors, la plupart des demandes de modification de zonage concernent des sols sans potentiel agricole. Ces demandes sont fortement appuyées par les municipalités qui voient une occasion de renforcer le peuplement et de contribuer au maintien des services publics et privés. La mise en application de la loi laisse beaucoup de marge de manœuvre aux commissaires de la CPTAQ. Ils répondent aux demandes de dézonage en tenant compte de 13 critères et d'un article particulier de la loi. Ils choisissent les critères qu'ils trouvent les plus pertinents. Même si la loi a pour objectif de préserver les bons sols, les commissaires peuvent utiliser différents critères pour refuser toute modification de zonage sur des sols sans potentiel agricole. Le critère relatif à l'homogénéité est très utilisé en ce sens, comme celui relatif à la superficie des terres en culture. La zone agricole comporte 60% de terres sans potentiel agricole, selon les propos d'un ancien commissaire, Lauréat Tardif. Cette zone est occupée uniquement à 53% et par des fermes et à 29% seulement par des zones en culture. C'est-à-dire qu'on a affaire à une zone agricole qui est surdimensionnée. Dans la description, dans la loi, on donne un certain nombre de définitions qui ont des incidences sur la façon d'appliquer la politique et sur ses conséquences. Par exemple, dans la loi, la forêt est considérée comme une terre agricole. La coupe du bois est assimilée à la sylviculture. La sylviculture est synonyme d'agriculture. C'est ce qui veut dire que les boisés sont sous le contrôle de la Commission de protection du territoire agricole. Le périmètre urbain est considéré comme une zone urbaine. Toute construction en dehors du périmètre urbain est considérée comme de l'étalement urbain, même s'il s'agit de la reconstruction d'une vieille maison incendiée au bout d'un rang. Alors, la CPTAQ veut favoriser le développement de l'agriculture, mais la dévitalisation qui prévaut dans de nombreuses parties du monde rural est une menace au maintien des conditions nécessaires pour assurer la préservation des activités agricoles. Les agriculteurs ont besoin de services de base dont le maintien dépend des volumes de population à desservir. Voilà, maintenant, on peut penser à de nouvelles orientations politiques en aménagement et en développement. Alors, les politiques gouvernementales de développement économique pour le monde rural, mises en place depuis une cinquantaine d'années, n'ont pas pu empêcher le dépeuplement de nombreuses localités rurales et même de régions administratives. C'est le cas, par exemple, de la Gaspésie et de la Côte-Nord. Les politiques en cause ne contenaient pas de mesures spécifiques en ce sens. À certains endroits, c'est le dépeuplement qui était encouragé et même provoqué, comme ce fut le cas dans l'Est du Québec. Même s'il s'inscrit dans une tendance lourde, le dépeuplement n'est pas partout un phénomène irréversible. L'évolution démographique de longue période le démontre clairement. Le gouvernement a les moyens d'intervenir sur les facteurs structurels et conjoncturels d'évolution démographique. La démographie rurale doit être envisagée en fonction des nouvelles réalités socio-économiques et du bien-être de la population. Un bien-être qui repose à la fois sur des activités économiques et une bonne infrastructure de services publics et privés. Le monde rural n'est plus un milieu voué principalement à l'agriculture. Il n'y a plus que 27 000 fermes au Québec. L'agriculture occupe une très faible place dans la main-d'œuvre et dans la population rurale. Le secteur primaire ne coûte plus que 11% de la population. Le monde rural est multifonctionnel. Ce monde rural-là est devenu attractif, mais en raison de certaines perceptions et orientations, il ne peut accueillir toutes les personnes qui voudraient s'y installer. En intervenant dans le renforcement de la démographie rurale, le gouvernement peut favoriser le maintien des personnes âgées à domicile en leur assurant les services de proximité dont elles ont besoin. Tout en s'inscrivant dans les règles de l'économie et les principes du développement durable, le gouvernement peut, par divers moyens, favoriser la consolidation du peuplement rural et le maintien et le développement de services de base et de qualité. Il peut agir de différentes façons par des interventions de court et de long terme. Il peut agir sur la structure de peuplement et par des interventions plus ciblées dans l'économie des services. Comme exemple de ce qu'il pourrait faire, il pourrait renforcer les structures urbaines dans les régions périphériques au bénéfice de l'ensemble des ruraux, ce qui éviterait à certains d'aller à Québec ou Montréal pour chercher des services spécialisés. Il pourrait développer les centres de services pour mieux servir en emploi et
services les localités rurales pour mieux consolider le peuplement rural. Il pourrait modifier la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles en vue de favoriser la construction résidentielle et le développement de l'agriculture et de l'économie. Il pourrait intégrer un volet développement des petites localités dans la stratégie sur l'occupation et la vitalité des territoires, comme il le fait pour Montréal et Québec. Il pourrait favoriser l'économie résidentielle dans l'ensemble du territoire rural et non seulement dans les villages. Il pourrait enfin favoriser financièrement le maintien des commerces de base dans les petites localités. Voilà, je vous remercie. Excellent. Merci Claire Mondiga, c'est fascinant. C'est fascinant, c'est une présentation fascinante. OK, alors ensuite, notre deuxième présentation sera de David Paradis. C'est à toi, David. Bonjour, merci de m'accueillir. Je vous partage mon écran tout de suite. Vous le voyez bien? Oui. Oui, parfait. Donc, je me lance. J'ai une présentation assez chargée, tout en images. Donc, j'espère ne pas vous étourdir. Fait concentrer sur ce que vous voyez, écoutez ma voix. Je me lance. Donc, Vivre en ville, je suis directeur des activités de recherche, formation et accompagnement, comme Mégane l'a mentionné tout à l'heure, à Vivre en ville. Donc, j'encadre une partie de l'équipe de Vivre en ville. Nous sommes 55 au total qui travaillons sur différents aspects des collectivités viables. Mais je m'occupe notamment des questions de vieillissement avec ma collègue Magali Morin qui coordonne au quotidien toutes ces activités-là. Donc, je vous présente la réflexion de Vivre en ville à cet effet. Quelques prémices. Vous le savez, le vieillissement, c'est une réalité à géométrie variable au Québec. C'est pas parce qu'on a 65 ans et plus que l'âge nous définit, hein, c'est un groupe homogène. Nous avons chacun des caractéristiques variées et donc, conséquemment, le vieillissement est tout aussi varié. L'âge ne nous définit pas uniquement, ce n'est qu'une caractéristique de ce que nous sommes. Et le vieillissement, donc autrement dit, il y a différents types de vieillissement dépendant de où on se trouve, de qui on est. Puis dans le Québec, le vieillissement, il prend différentes formes. Le poids démographique des grands groupes d'âge varie énormément d'une région à l'autre. La proportion d'aînés varie au sein d'une même région, voire au sein d'une même municipalité lorsqu'on l'examine en détail. Et lorsqu'il y a une majorité même s'il y a une majorité d'aînés qui vit à l'intérieur des régions métropolitaines, les petites collectivités sont confrontées à des défis importants en la matière et doivent quand même faire l'objet d'une attention particulière. C'est d'autant plus criant même dans ces milieux. Notre base à Vivre en ville, on s'appuie sur la définition du vieillissement actif de l'Organisation mondiale de la santé qui définit 3 piliers, là, qui est la participation, la bonne santé et la sécurité. Donc, vieillir actif, non, ce n'est pas juste être capable de bouger, mais c'est capable de participer dans notre milieu, de rester en santé en général et de rester en sécurité pour accroître notre qualité de vie durant cette période de notre vie qui est la vieillesse. Évidemment, la plupart des personnes vont dire qu'elles souhaitent rester chez soi le plus longtemps possible au sein de leur communauté. C'est le souhait de la majorité, du moins dans beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de défis qui sont associés à ça, vous le savez, associés au maintien à domicile ou au maintien dans le milieu de vie, autrement dit dans votre quartier ou dans votre village, si vous voulez. Les défis sont notamment certainement les incapacités physiques et les problèmes de santé qu'on peut développer. Mais attention, une collectivité, c'est-à-dire, disons, une municipalité, elle n'est pas nécessairement en mesure d'influencer les capacités propres des individus. Mais cependant, elle peut agir sur les caractéristiques de l'environnement physique, lui permettant aux individus de surmonter leurs incapacités de différentes manières. Autrement dit, une municipalité, à travers ses pouvoirs, ses responsabilités en aménagement du territoire et en urbanisme, elle peut travailler sur la dévitalisation des cœurs de village, sur la dispersion des activités sur le territoire afin de s'assurer d'une bonne accessibilité aux services du quotidien pour la population vieillissante, mais soit dit en passant pour l'ensemble de la population également. Elle peut travailler à diminuer les aménagements qui sont hostiles aux piétons et aux cyclistes, qui vont nuire à une certaine mobilité active, qui est un aspect du vieillissement actif. Les municipalités peuvent aussi travailler sur le manque d'options résidentielles pour les aînés. En fait, devraient le faire parce que les habitations sont souvent très peu diversifiées dans ces milieux-là et ne s'adaptent pas à nos besoins changeants à travers les différentes étapes de notre vie.
Donc, Vivre en ville, comme Mégane l'a dit tout à l'heure, on est une organisation qui accompagnons, sensibilisons les décideurs, qu'ils soient élus, professionnels, qu'ils soient citoyens aussi, ou l'ensemble des autres parties prenantes autour dans le développement de milieux de vie de qualité, prospères, favorables à leur bien-être, ce qu'on va appeler, nous, des collectivités viables. Il y a différents projets de recherche à Vivre en ville sur différentes questions, mais notamment sur la question du vieillissement actif. Grâce à l'appui financier du secrétariat aux aînés, là, qui est maintenant dans le ministère de la Santé et des Services sociaux, par l'entremise du programme Québec Amis des aînés. Les 3 projets qu'on a, il y en a un sur les villes d'hiver pour aînés. Autrement dit, c'est de la sensibilisation à l'intention des municipalités afin que l'entretien hivernal des infrastructures de déplacement actif soit adéquat pour permettre aux aînés de se déplacer à l'intérieur de leur milieu. Un autre sur le développement d'un continuum d'options résidentielles adaptées aux aînés, et ça dans des petites et moyennes collectivités. Et enfin, le grand projet global qui s'appelle Des milieux de vie pour toute la vie, qui vise à aménager des villes et des villages favorables à un vieillissement actif au Québec. À l'intérieur de ce projet, nous avons développé une publication qui présente une démarche, c'est l'objet notamment de ma présentation par la suite, donc des milieux de vie pour toute la vie. Et dans ce projet-là aussi, on accompagne une multitude de municipalités amies des aînés, qu'elles soient MRC ou municipalités locales, ou des fois même rassemblement de tout ça. Pour le moment, on en a déjà rejoint 46 ou 47 dans le cadre de ce projet-là qui a commencé il y a 2 ans, et ça continue encore dans le courant de l'année prochaine, mais c'est déjà la 3e phase du projet. Ce que vous allez retrouver dans la publication, c'est une démarche urbanistique qui vient compléter, comme le disait Mégane tout à l'heure, la démarche municipalité amie des aînés qui est proposée par le secrétariat aux aînés aux municipalités et qui est menée par Espace Mini. Ce sont véritablement 2 démarches très, très complémentaires et qui ont été planifiées, du moins la démarche urbanistique a été planifiée de façon à venir bonifier chacune des étapes qui avaient été déjà franchies par une municipalité afin de ne pas recommencer à zéro, mais véritablement d'aller toujours un petit peu plus loin dans les politiques aînées ou dans les plans d'action MADA qui ont été adoptés par ces municipalités-là. Pour faire le lien vers les documents de planification officiels dont disposent les municipalités et les MRC, donc les schémas d'aménagement, les plans d'urbanisme, et l'ensemble de la réglementation municipale qui suit. Donc, on passe au travers d'étapes de mobilisation des élus qui prennent des décisions en aménagement et en urbanisme, de diagnostic urbanistique. Donc là, on va pointer de façon très pointue dans les milieux de vie pour connaître de quoi ils sont composés, ils répondent aux besoins de qui exactement, pour identifier des enjeux pour les populations aînées. Donc, autrement dit, qu'est-ce qu'on peut perdre ou gagner si on privilégie le statu quo ou on prend une direction ou une autre dans la transformation des milieux de vie. On va ensuite accompagner les municipalités afin qu'elles se donnent une vision et d'un projet urbanistique. Le projet, c'est l'illustration de la vision, si vous voulez, parce qu'étonnamment, les visions dans le milieu municipal, c'est souvent des mots, contrairement à ce que le mot vision veut dire. Donc, on l'illustre à l'intérieur d'un projet. Puis cette illustration-là, c'est le devenir souhaitable, souhaité de la municipalité pour notamment la question du vieillissement actif. Et lorsque possible, on essaie toujours de le faire, mais c'est pas toujours évident en question de temps. On met le pied dans la mise en œuvre. On essaie de voir dans les documents de planification, de la réglementation, qu'est-ce qui fait obstacle à la transformation des milieux de vie pour qu'ils soient favorables au vieillissement actif. Puis on incite les municipalités à procéder à des évaluations continues, justement, de leur transformation afin de pouvoir porter un jugement critique sur la démarche qui a été effectuée, puis aussi sur les résultats des interventions afin de toujours s'améliorer. Donc, si je vais un petit peu plus en détail dans la démarche que l'on propose des milieux de vie pour toute la vie, il y a 4 angles d'approche qu'on privilégie. Le premier, l'habitation, donc à quel endroit vous vivez. Notre but, c'est toujours de favoriser la diversité de l'offre résidentielle destinée aux aînés et l'émergence et le maintien de milieux de vie qui vont être de qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on va évidemment travailler pour permettre à ceux qui le désirent de rester dans la maison familiale une fois qu'ils sont devenus aînés, quand ils ont atteint un certain âge, mais aussi s'ils souhaitent déménager dans un immeuble typique réservé aux retraités ou aux aînés, ben c'est une possibilité, faut quand même l'observer. Est-ce que c'est possible dans ce milieu-ci? Quelle offre il est possible? Puis on s'entend, ce qu'on construit dans les grandes villes et dans les petits milieux, c'est pas toujours la même chose. La quantité de population n'est pas les mêmes. Les intervenants sont pas les mêmes. Les moyens sont pas les mêmes. Donc, on doit trouver une panoplie de moyens, d'alternatives pour y parvenir, pour diversifier cette offre-là. Donc, est-ce que c'est possible de déménager dans son village ou dans son quartier? Donc, de rester dans son quartier
alors que nos besoins changent, peut-être notre maison ne nous convient plus tout à fait. Donc, emménager dans quelque chose qui nous ressemble davantage, à une échelle intermédiaire entre la maison et peut-être la tour qu'on imagine souvent pour la RPA. Mais aussi, il y a de nouveaux modèles qui apparaissent un peu partout au Québec et qui montrent que les aînés, ils veulent pas nécessairement se retrouver uniquement entre aînés. Ils souhaitent aussi partager leur vie avec d'autres groupes. Et ça, il y a différents modèles qui apparaissent comme des coops de solidarité, pardon. Et donc, on doit pouvoir entendre ce message-là puis identifier de nouvelles formules qui devraient être développées à l'intérieur des milieux en fonction des réalités de chacun. Le deuxième angle d'approche, c'est les activités de proximité. Donc, c'est important quand on travaille avec les municipalités de stimuler la vitalité des cœurs de quartier, de centre-ville ou cœur de village pour permettre aux personnes de tous âges de répondre à leurs besoins quotidiens chez eux. Donc, on va chercher on souhaite que ces personnes-là puissent aller faire leurs courses quotidiennes ou hebdomadaires dans leur milieu de vie, qu'ils puissent fréquenter des lieux de culture, qu'ils puissent profiter d'occasions d'implication également dans leur milieu, qui puissent accéder à des établissements de santé, pas toujours devoir aller à 50 kilomètres de là pour répondre à leurs besoins, à leurs urgences et planifier longtemps d'avance des déplacements qui vont être logistiquement compliqués dans leur journée. Donc, on doit réfléchir à l'ensemble des étapes puis des besoins justement en matière de santé plus proches des milieux de vie. Et bon, c'est bien beau. On habite à quelque part, les activités de proximité, mais il faut toujours réfléchir au déplacement. Puis ça, c'est le troisième angle d'approche de notre démarche. Donc, comment s'assurer de la sécurité du confort des déplacements des aînés. Donc, comment on va faire pour disposer d'accès adéquat à notre domicile? Est-ce qu'on peut disposer d'accès adéquat à la rue en face de notre domicile? Est-ce qu'on peut disposer dans notre milieu de rue où on peut circuler en toute sécurité et dans les petits milieux, mais aussi dans les banlieues des grandes agglomérations métropolitaines? C'est pas toujours évident de se déplacer autrement qu'en voiture quand vous voyez justement des situations comme celle-ci où la rue est le seul moyen de se déplacer, puis des fois la rue est une route, littéralement, une route numérotée du MTQ. Donc, est-ce que c'est possible de disposer de trottoirs qui vont partout? S'arrêtent-ils en plein milieu de notre chemin et sont-ils entretenus par la suite? Est-ce qu'on peut traverser à n'importe quel endroit? Est-ce que les trottoirs nous obligent à compromettre notre sécurité? Est-ce que les trottoirs sont en bon état aussi? Est-ce qu'on les entretient au fur et à mesure de leur dégradation? Est-ce qu'ils sont déneigés, comme je le disais, mais suffisamment pour permettre des déplacements actifs sécuritaires, tant dans les faits que dans la perception? Est-ce qu'ils sont ombragés? Parce qu'en dehors de l'hiver, il y a quand même l'été, puis il y a le soleil très, très chaud. Donc, est-ce que c'est agréable de se promener en toute saison? Et au final, autrement dit, est-ce que les trottoirs sont suffisamment invitants dans nos milieux de vie, mais pas invitants au point où tout le monde puisse se les accaparer, puis que ça devienne des obstacles au déplacement actif de la population? Des fois, lorsqu'on a tous nos moyens, c'est parfait, mais en vieillissant, si certaines incapacités surviennent, ça devient particulièrement difficile de se promener dans des endroits comme ça. Donc, enfin, est-ce que nos trottoirs peuvent nous offrir certains équipements qui vont nous permettre de s'arrêter justement en cours de route pour rendre possible notre déplacement? Et enfin, comme je disais, nos situations changent. Donc, est-ce que nos parcours peuvent s'adapter à nos moyens changements, nos moyens qui changent, oui, dans le temps. Donc, est-ce que le trottoir suffit à se déplacer à tous les âges de notre vie? La question doit être posée. Et donc, enfin, le quatrième angle d'approche, c'est les espaces publics inclusifs. Donc, est-ce que nos espaces publics, qu'ils soient parvis d'église, places publiques, peu importe, tout ce que vous pouvez imaginer, permettent aux aînés de se détendre, de socialiser, de se divertir dans des espaces qui sont aménagés de manière à favoriser leur inclusion. On a souvent tendance à aménager les parcs comme des terrains de jeu. Puis là, quand on commence à intégrer des équipements, des exerciceurs, si vous voulez, à l'intention des populations plus âgées, souvent, il n'y a pas une relation très, très efficace entre tout ça. Donc, on a tendance à catégoriser nos espaces publics pour les faire pour une population ou pour une autre, mais en réalité, dans une journée, il y a plusieurs heures, c'est pas les mêmes personnes qui les fréquentent, donc on doit réussir à avoir des espaces publics plus polyvalents, plus inclusifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, être capable d'offrir des cours disponibles. Premièrement, qu'ils soient disponibles, les cours, puis ensuite, qu'ils offrent ces cours-là d'une certaine intimité ou au contraire, une animation qu'on recherche. Donc, on doit réfléchir à ce qu'on souhaite véritablement pour ces populations, ce qu'elles souhaitent, je devrais dire.
et tenter de leur offrir dans les différents types d'habitations, les différents types de rues, dans les différents types d'activités de proximité. Est-ce que nos cours sont appropriables? Est-ce que les cours sont propices aux rencontres entre les intervenants entre les différentes parties de la communauté? Est-ce qu'ils vont permettre de créer des liens entre cette communauté-là aussi? Et est-ce que nos espaces publics sont adaptés justement à nos différentes capacités ou incapacités? Et est-ce qu'on peut prendre une pause santé dans ces espaces publics-là? Puis ça, c'est pas juste pour les personnes aînées. On s'entend que même les familles avec enfants, on est toujours content quand on trouve des toilettes publiques dans les parcs. C'est pas toujours évident, mais ça fait toute la différence lorsqu'on souhaite fréquenter un espace public qui ne se situe pas toujours en face de notre maison. Donc ça, c'est la démarche que Vivre en ville suit en général. Puis rapidement, je vous fais un portrait des différentes possibilités qui sont saisies par les municipalités qu'on accompagne dans le cadre du projet des milieux de vie pour toute la vie, donc de politiques publiques en tout genre qui sont à la disposition des municipalités et qui sont des occasions justement de favoriser un vieillissement actif par différentes interventions plus ou moins structurantes. Vous allez le voir, mais tout ça est pertinent parce qu'à chaque fois qu'on pose une pierre, ça devient une assise solide pour la suite. Donc, il y a des municipalités qui nous contactent pour un accompagnement afin d'évaluer des projets de bâtiments qui leur sont soumis. Donc, c'est normal, les municipalités émettent des permis à la lumière des réglementations d'urbanisme, donc zonage, lotissement, etc., construction. Donc, elles reçoivent des projets et elles nous demandent est-ce que ces projets d'habitation qui visent une population aînée favorisent véritablement un vieillissement actif. Donc là, on peut regarder avec les municipalités, est-ce que le bâtiment est bien implanté? Est-il entouré de stationnement ou entouré d'espaces verts? Est-il près de la rue? Est-il près d'une traverse piétonnière? Comment on accède au bâtiment? Comment est-il configuré? Afin d'y apporter des modifications que la municipalité pourra par la suite suggérer ou imposer aux promoteurs immobiliers avant d'autoriser finalement le permis. Des fois, c'est la municipalité même qui travaille avec un GRT pour un projet de résidence et qui souhaite avoir un avis avant justement de déposer ce projet-là pour une demande de soutien financier. Il y a des municipalités qui s'éloignent des projets précis puis ils veulent plutôt se doter de politiques d'habitation, comme la ville de Gatineau en 2016 qui avait un projet de politique d'habitation qui s'est dit est-ce que ça passe le test au juste lorsqu'on parle de vieillissement actif? Donc, on donnait un avis critique sur un projet de politique. Puis, on trouve souvent un terrain type, un quartier, dans leur cas, où on va mettre en application de la politique pour voir si véritablement ça peut passer le test. Ensuite, à l'autre sens, d'autres municipalités, elles s'intéressent davantage aux routes et aux rues. Donc, souhaitent, par exemple, transformer une route du MTQ qui passe sur leur territoire. Je dis MTQ parce qu'en réalité, c'est souvent le cas dans les villages. C'est des grandes routes qui sont la rue principale. Donc, elle souhaite imaginer un devenir possible pour ces voies-là en se disant, mais si au moins je suis préparé, si j'ai un concept, si je sais ce que je veux, ça va être plus facile par la suite de négocier avec les autres parties prenantes, les propriétaires notamment ou le gestionnaire de la route. Donc, on imagine avec les municipalités comment ces routes-là, leurs abords, qu'ils soient publics ou privés, peuvent se transformer afin de favoriser un vieillissement actif, ce qui est associé toujours à la localisation des habitations, à la localisation des activités, à la localisation aussi des espaces publics qu'on souhaite inclusifs. Il y a des municipalités qui vont prendre encore un autre pas de recul puis dire mais moi j'ai un plan d'urbanisme puis là je suis en train de faire des plans d'aménagement d'ensemble. Autrement dit, elles vont demander à des promoteurs immobiliers de faire une planification sur la base de certains critères de certaines zones de leur territoire. Et donc la municipalité met en place des critères et nous interpelle pour savoir est-ce que vous pouvez bonifier les critères de mes plans d'aménagement d'ensemble afin de s'assurer qu'ils soient compatibles avec les objectifs de vieillissement actif sur mon territoire. D'autres, comme l'arrondissement de Rosemont-de-la-Petite-Patrie, nous ont interpellés plutôt pour savoir quelle méthode de participation elles pouvaient adopter pour faire participer les aînés dans la transformation de leurs espaces publics, notamment les rues. Donc, avec l'arrondissement, ce qu'on a fait, c'est faire des marches exploratoires, identifier l'ensemble des points sur un parcours, tant d'habitation, d'activités, de déplacement que d'espaces publics qui pouvaient être un écueil au vieillissement actif. Et croyez-moi, ils sont extrêmement nombreux. Mais on découvre que en fonction s'il fait beau soleil, s'il y a de la pluie, si on est un lendemain de pluie, s'il neige, s'il vente, etc., les écueils se multiplient. Donc, ce ne sont pas les mêmes d'une journée à l'autre et c'est donc important de faire des marches à différents moments pour ensuite
identifier comment on va faire participer les aînés justement pour régler ces problèmes-là, avoir leur regard, les observer lorsqu'elles traversent ces situations-là. Donc, on a élaboré, fait un inventaire pour l'arrondissement de l'ensemble des méthodes participatives, des avantages, des inconvénients qui pouvaient être associés à chacune afin de favoriser une véritable inclusion des aînés dans les processus de réaménagement des espaces publics. Sinon, il y a des municipalités rurales comme Sainte-Clotilde, une des premières municipalités qu'on a accompagnées dans le cadre de ce projet-ci, qui nous a contactés pour dire, moi, j'ai envie de approfondir le diagnostic qui avait été fait dans le cadre de la politique MADA, du plan d'action MADA. Puis, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est d'identifier une zone favorable à l'habitation pour les aînés. Mais rapidement, en commençant à travailler là-dessus, la municipalité en est venue à dire c'est vrai, on reconnaît, il va falloir travailler sur la convivialité des déplacements, sur la localisation des activités, puis sur les espaces publics. Fait qu'on en est venu finalement avec une demande très, très pointue à faire un diagnostic complet sur l'ensemble des 4 angles d'approche de la démarche, qui par la suite a conduit justement la municipalité à demander un PRIMADA, donc un programme de financement pour la mise en œuvre de certaines actions sur leur territoire. Donc, vous voyez dans les images, on en est venu à faire des espaces publics, à travailler la relation avec l'Église, identifier où allaient être les résidences pour aînés au cœur du village, comment on allait traverser les routes, etc. Puis je conclus avec un petit coup de cœur de notre part, la ville de Plessisville en 2016, avec laquelle on travaillait déjà pour différentes choses, mais qui nous a interpellés en disant, nous, ce qui nous intéresse, là, c'est de passer nos services municipaux de façon transversale. On a envie que lorsqu'il y a un projet qui arrive à la municipalité, chacun des services puisse l'évaluer à l'aide d'un formulaire unique où on va poser des questions qui vont faire en sorte de savoir si ce projet-là, il passe le test de l'ensemble des préoccupations municipales. Et nous, ce qu'on est venu faire avec eux, c'est d'identifier toutes les questions de vieillissement actif où finalement, la réponse devait être positive pour qu'un projet soit fasse le test finalement des différents services. Donc, adopter un réflexe aîné dans les processus municipaux, adopter un formulaire unique d'évaluation des projets où c'est pas une préoccupation supplémentaire, c'est pas un fardeau de penser vieillissement et aîné, mais c'est quelque chose de banal finalement, de dire que bien sûr, ça va de soi dans chacune des interventions qu'on va faire. On va y penser et donc on va pouvoir mettre des bases solides à l'intérieur de notre municipalité. Voilà. Ah, c'est énormément intéressant. Merci, David Paradis, pour cette présentation. Alors, enfin, notre dernière présentation est de Maire Bruce Wafer. Bonjour, Bruce. Bonjour. Mettre en contexte tout ça dans nos réalités terrain. Je peux parler pour MRC d'Avignon et ma municipalité, Escumenac. C'est à l'intérieur de la MRC, on voit des variantes parmi les 11 municipalités. Nous, côté terrain, on a une concentration dans l'Est, où il y a 3 municipalités qui ont 67% de la population, notre population de 12 000. La balance est repartie sur 9 autres municipalités sur un immense territoire. Et oui, on a mis à jour des politiques MADA et tout ça pour l'MRC au niveau des municipalités. Les différents volets là-dedans, il y a l'état d'esprit au niveau municipal d'intégrer ces éléments-là et de faire la bienveillance de tout ça. Et au niveau de l'MRC, on a de l'accompagnement qu'on n'avait pas avant. Les projections démographiques, c'est présentement les 65 ans et plus font 33% de la population. Encore plus exagéré dans les municipalités de l'Ouest, où la vieillissante est beaucoup plus accélérée. Mais si, de nature, j'aime mieux être proactif. Si on regarde 50 ans et plus, c'est juste dans 15 ans, on parle de 55% de la population. Fait que nous, il y a toutes sortes de développement au niveau de la collectivité, puis les partenaires au niveau de l'institutionnel, le CIS, santé publique, les organismes communautaires, où depuis COVID, là où on avait nos cellules de crise, on a tous travaillé ensemble, puis se connaître et tout ça, mais là, il y a un effort de concertation, puis voir comment qu'on peut tous travailler ensemble pour le bien-être de la population et de participer dans des projets innovateurs. Présentement, sur le territoire, il y a le SIAD, soins intensifs à domicile, un projet pilote où
on élargit les soins à domicile. Et il y a un autre projet sur le territoire, sur la section Avignon-Ouest, qu'on appelle, qui est digitalisé, sur le maintien à domicile. C'est tous des beaux projets, mais on est tous freinés par le manque de main-d'œuvre. Peu importe les solutions qu'on veut, on est pris avec ça. Nous, au niveau de la MRC d'Avignon, on a élaboré un beau stratégie de marketing territorial. On avait un sol migratoire, mais là, tout est freiné parce qu'il manque de logement, il manque de place en CPE et comblé avec la pénurie de main-d'œuvre. Fait que faut être créatif pour répondre aux complexités de la situation. Notre population est dispersée sur un grand territoire. À moins de vivre au long de la 132 à certains endroits, on a, oui, des petits noyaux de villages, mais en général, les gens sont là sur le territoire dispersés sur l'immensité parce que c'est leur milieu de vie. Alors, on a une culture de voiture, mais en vieillissant, on perd notre permis, on n'a pas le réseau de soutien peut-être. Fait comment se rendre au transport public qui est limité? Comment qu'on s'assure qu'ils peuvent se servir des services de proximité s'ils sont encore là? Fait que c'est très complexe côté terrain, mais on est créatif puis on cherche toutes sortes de solutions. On travaille ensemble. C'est la beauté de ce que moi je vois présentement sur le terrain. On interpelle tous les partenaires, soit communautaires, municipaux, agences du gouvernement. Oui, les terres agricoles, c'est un élément aussi qui freine le développement. C'est une réalité sur le terrain. Avoir participé au recensement en 2000, 2005 et après, nous, les terres agricoles et Esquimaunac, on passé de 47 à 27 à 0. Fait qu'on on a plein de territoires dormants, libellés agricoles qu'on peut pas développer, qui sont dans des milieux stratégiques. Et en même temps, c'est triste parce que c'est des terres agricoles très riches et plein de potentiel, mais il n'y a pas de relève. Et il y a toutes sortes de défis. On essaie le mieux qu'on peut là, les affronter. Depuis quelques années aussi, on parle de gouvernance de proximité. Oui, dans les petites municipalités, c'est très intime, puis on est souvent la référence première ligne pour nos citoyens. Fait que on a cet avantage-là. Comme municipalité, on n'est pas outillé où l'infrastructure, normalement, on s'occupe du quotidien, déneigement, les vidanges, ces trucs-là, l'entretien de nos routes municipales. Et là, on nous rajoute les éléments de développement social et tout ça, mais on travaille avec l'MRC. Il y a une équipe, il y a de plus en plus le fait qu'on peut regrouper des ressources, ça vient nous outiller davantage. Ce qu'on réalise, c'est les communications, c'est le nerf de la guerre. Il y a plein de choses de disponibles auxquelles la population n'est pas au courant. Et l'autre élément qu'on voit, puis on entreprend là, des entrevues porte à porte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont marginalisés. On veut l'inclusion, mais eux, par choix personnel ou par circonstance, sont off the radar. Fait que nous, on veut les rejoindre pour connaître leurs besoins. C'est une approche très intime, mais c'est ce que ça prend pour cibler les actions avec eux, puis où mettre nos énergies et comment contribuer à leur bien-être. Mais en petite municipalité, on a cet avantage-là. On connaît notre monde, mais c'est des interpellés. C'est ça la réalité. Oui, oui, c'est vraiment intéressant. On a vu ça dans le film. Ouais. Ouais. Tu sais, souvent, comme nous, petite municipalité, les consignes pour un RPA s'appliquent pas. On n'est pas éligible. On n'a pas besoin de 20 unités. On a peut-être besoin de 4-5. Actuellement, les consignes du gouvernement et tout ça, on rentre pas là-dedans. Et tranquillement, on saigne
nos aînés aux municipalités avoisinantes qui en ont. Fait qu'il faut repenser tout ça, puis le schéma d'aménagement, ça appartient à MRC, puis nous, il faut travailler à l'intérieur de tout ça. On est en train de le mettre à jour, mais on partage les réalités terrain et les besoins. Alors, ça va rentrer dans le mise à jour du plan d'aménagement. Fait que ça se travaille de plein de niveaux en même temps pour arriver, je souhaite, à des solutions viables et faisables. C'est ça. C'est ça qu'on a vu aussi dans les présentations de Clermont Dugas et David Paradis. C'est vraiment complexe parce que c'est beaucoup de différents enjeux politiques. Oui. Et c'est le croisement et des fois, c'est les différents niveaux de gouvernement qui ont la responsabilité dans ces différents enjeux de politique. Alors, c'est vraiment un système complexe. Et comme tu dis, on a aussi les MRC. Oui, heureusement, viennent à jouer un plus gros rôle pour nous soutenir. Parce que tout seul, j'ai 3 employés dans mon bureau municipal. Un pour l'entretien des routes et tout ça, pour les services publics, et ensuite aide administrative, puis un DG. OK. Là, on a des ressources en communication, on a l'accès aux agents de développement pour les politiques aînées, familiales et tout ça. Ça fait qu'on a de l'aide, puis de la concertation, puis on travaille tous ensemble. On va aboutir à quelque chose de bien, j'espère. Oui. C'est très intéressant. OK, merci Bruce pour tes réflexions. Clermont Dugas, David Paré, est-ce qu'on peut allumer nos caméras et on peut continuer avec un peu de discussion avec notre public? Je vois qu'on a environ 10 questions. On a environ 10 minutes, alors ça va être une petite période de questions, mais si on n'a pas le temps de répondre à vos questions, comme j'ai dit, nous pouvons envoyer un courriel avec les réponses après. Alors, OK, alors on va commencer. Alors, on a une question de Lorraine Brunel pour M. Clermont. Nous n'avons même plus de ministre pour les aînés, mais seulement un ministre délégué. Pensez-vous que nous pouvons continuer à avancer afin d'établir les liaisons avec une personne responsable afin d'aider à défendre les droits des aînés? C'est peut-être une question pour tous. Alors. Voilà. Bon, alors, je me suis penché sur les politiques territoriales, mais pas spécifiquement sur l'aide qui pourrait être attribuée aux aînés. Alors, peut-être, je laisse aux autres panélistes peut-être le soin de répondre à cette question. Bruce Wafer, David, est-ce que tu... Je peux dire un petit mot, là. C'est sûr qu'à Vivre en ville, on travaille beaucoup avec le secrétariat aux aînés. C'est une équipe ultra dynamique. Donc, on travaille pas directement avec la ministre ou la ministre dépendant, là. Mais, c'est pas, pour les municipalités, je dirais pas que ça change grand chose. Puis il y a une autre question que je peux y répondre en même temps là-dedans, là, parce qu'il fait dans le genre, j'ai parlé beaucoup des municipalités, c'est parce que nos activités sont en l'intention exclusive en raison de l'entente qu'on a avec le secrétariat aux aînés des municipalités amies des aînés qui ont un plan actif, un plan d'action MADA actif en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, j'ai pas parlé d'autres intervenants. Et en ce sens, l'équipe en tant que telle du ministère est d'un grand appui lorsqu'on travaille avec les municipalités. Fait que pour moi, le pont, il se fait quand même. Là, il y a une relation là à double sens là-dedans, qui est très, très réactive du ministère lorsqu'on rencontre des problèmes, notamment pour des questions assez sensibles, là, notamment de financement, etc. Donc, pour moi, à Vivre en ville, ça change pas grand-chose là, pour le plaidoyer à protéger les aînés, là. Mais pas dans ce que je travaille, mais peut-être que dans d'autres aspects, là, mes copanélistes auraient une opinion différente. Merci. OK. Pour une autre question. On a une question commentaire de Nathalie pour Monsieur Wafer. Merci pour votre apport à cette réflexion. Contente de voir que le SIAD s'implante doucement dans votre municipalité. C'est la voie de l'avenir. Quel type de professionnel fait partie de votre groupe de réflexion?
Je crois que l'apport des ergothérapeutes serait intéressant pour analyser l'ensemble des facettes de la participation sociale des aînés dans votre municipalité, y compris dans vos actions de proximité. Les ressources de type familial pourraient remplacer le concept de RPA. Merci. Donc, on a vu dernièrement un changement de la politique nationale du gouvernement vers le maintien et soutien à domicile à souhaiter. Puis, on a finalement des ergothérapeutes qui travaillent. Il y avait une pénurie de ces professionnels-là sur le territoire, mais là, ici à Avignon, on a comblé les postes avec ça va accélérer. Puis, on arrive aussi pour les demandes de subvention PAD aussi, ça a déclenché, accéléré le processus aussi. La pénurie de main-d'œuvre joue un gros rôle dans freiner nos bonnes intentions puis notre volonté. C'est ça. Ouais. Merci. J'ai une question pour M. Dugas de Marie-Chantal Fournel. Alors, M. Dugas, que pensez-vous des fusions municipales qui ont eu lieu il y a quelques années? Ont-elles eu un impact sur le maintien des aînés dans leur municipalité? Je pense que c'est une question pour toi, Clermont Dugas, mais aussi peut-être pour David Paradis et Bruce Wafer certainement. Mais Clermont Dugas, as-tu une réponse pour ça? Ben, en fait, les fusions municipales ont permis d'accroître la capacité de dépenser des municipalités. Maintenant, est-ce que ça s'est traduit par des équipements pour les aînés? Ça, je ne sais pas. De façon générale, les fusions, à ma connaissance, à l'extérieur de Montréal ou pour l'ensemble du territoire, ça n'a pas eu de gros impacts sur la structure de peuplement comme telle. Ça a eu de l'impact sur les finances municipales. Le problème avec les fusions, c'est que le sens d'appartenance des citoyens dans leur municipalité, se retrouver dans une grosse structure administrative, c'est malsain. Ça enlève l'intimité que moi je vis dans ma petite municipalité. Et je doute que c'est un choix pour l'avenir, ce que j'ai lu dernièrement. Puis je pense que ce qui va soulager ça, c'est la possibilité de partage de services, que le FAMACH nous permet de faire maintenant, la collaboration entre municipalités. Ça va nous outiller pour maintenir notre petite municipalité. Intéressant. Merci. Okay, j'ai une question pour toi, David Paradis. Pensez-vous que les élus ont pensé aux logements sociaux et des logements primordiaux? C'est toujours la question, oui, ouais. Car il y a un besoin criant partout au Québec. Ça ne faisait pas nécessairement partie des préoccupations quotidiennes, mais surtout dans les petites municipalités, c'est pas évident. Les budgets sont pas grands là dans les petites municipalités. L'équipe est toute petite aussi, puis souvent dans les petites municipalités, il y en a pas d'urbanistes. Hein, c'est comme c'est la MRC qui joue un peu ce rôle-là. C'est difficile de réfléchir à urbanisme, c'est difficile de réfléchir à habitation, puis l'habitation est une compétence municipale pour le logement à bord social, mais tu sais, ça demande quand même de se doter souvent d'une OBNL qui est comme un office d'habitation, là. C'est un peu lourd, puis je pense qu'en réalité, c'est pas qu'il y a un manque de volonté, c'est juste qu'il y a un manque de moyens pour y parvenir, parce qu'on est tous pour la vertu, hein, si on voudrait tous pouvoir loger les gens, fait ils y pensent, mais en compte tenu de leurs moyens, le temps de réflexion des élus, qui ont souvent un deuxième emploi aussi, hein, tu sais, c'est répondre à des priorités tout de suite, maintenant, qui sont vraiment ancrés sur du quotidien de chacun. Là, des fois, c'est anecdotique, mais ça prend énormément de temps. Alors qu'un projet d'habitation, c'est pas instantané. Ça demande d'attacher beaucoup de choses. Fait que ça fait partie des préoccupations, mais ça tombe un peu sous le radar, en tout cas assez rapidement là pour ces milieux-là. Mais quand on tombe effectivement dans des municipalités moyennes, tantôt, je présentais notamment la chute. Là, là, ça devient beaucoup plus facile parce qu'en haut de 19 000, à partir de 20 000, les budgets sont plus les mêmes, le nombre d'employés est plus le même.
on commence à réussir à viser plus large. Fait que, c'est ça, voilà. Merci, David. Oui. Moi, je rajouterais là, une solution qu'on fait à Avignon. C'est dans le cadre du développement social avec partenariat avec le regroupement logement collectif. Nous avons eu une accélératrice de projet pour l'habitation qui a eu un grand succès. Ça a été strictement avec les OBNL. Et là, on est en train d'élaborer un montage pour qu'elle soit une ressource partagée avec les municipalités, ouverte aux municipales, aux BNL et aux propriétaires. Parce que souvent, c'est de l'accompagnement qui manque. On rentre dans la labyrinthe de programmes et de demandes de subventions et on se perd puis on se décourage. Fait que c'est une solution pour les petites municipalités qu'on regarde activement. Merci. OK, on a un commentaire question pour Clermont Diga de Pierre-Luc Lupien. Alors, merci, M. Diga, pour cette présentation d'une très grande pertinence. Votre analyse concernant la loi sur la protection des territoires agricoles apporte un nouvel éclairage sur la situation des résidents aînés vivant dans les rangs des localités gaspésiennes ou dans des petites localités de l'arrière-pays gaspésienne. Des enfants ne peuvent construire leur résidence sur la terre de leurs parents. Cette observation rejoint les préoccupations soulevées par les résidents aînés rencontrés entretiennent semi-dirigés sur le terrain de ma thèse en sociologie sur les enjeux résidentiels du vieillissement de la population en Gaspésie. Elle se trouve dans une situation désespérante, dans l'impossibilité de transmettre le bien hérité de leurs ancêtres et de leurs enfants et ou petits-enfants, pour reprendre leurs termes. Merci pour vos contributions. Elles font partie de mes travaux et votre présentation viendra s'y ajouter. Merci. C'est une réflexion de Pierre-Luc Lupien. OK. Une autre question pour toi, David Paradis, de Nicolas Boudreau. Pour M. Paradis, étant donné votre outil d'évaluation des projets d'habitation pour aînés, êtes-vous ou allez-vous être impliqué dans l'élaboration des maisons des aînés? Non. La réponse est aussi simple que ça. Non, on n'a pas été interpellé sur cette question-là auparavant. Est-ce qu'on a une opinion? Bien sûr qu'on en a une, hein, sur la localisation des maisons pour aînés, sur la taille aussi. Qui est quand même assez importante là, comme bâtiment, alors que disons que les besoins sont très, très variables aussi. Donc, on suit de près ces projets-là. On est très intéressé à ça. Mais non, on n'a pas été interpellé pour y contribuer. Merci. Alors, j'ai une autre réflexion de Pierre-Luc Lupien pour Bruce Wafer. Merci, Bruce, pour ce portrait très détaillé de la réalité des petites localités du point de vue des élus. Il y a des liens avec la présentation de M. Dugas. La dispersion, un pays de distance et de dispersion, pour reprendre l'expression de M. Dugas, est un élément important pour comprendre le vieillissement sur le territoire gaspésien. Comme Megan l'a mentionné en introduction au panel, l'aménagement du territoire n'est pas strictement technique mais politique. Quels sont les changements sur le plan des politiques publiques à réaliser prioritairement pour améliorer les conditions des résidents aînés ruraux? J'adresse aussi ma question à David, dont la réflexion en aménagement semble pour se transférer au milieu ruraux. Alors, c'est un peu une réflexion-question pour vous deux. Tu veux commencer, Bruce? J'ai assisté cette semaine sur un forum sur le logement régional et on nous a apporté des possibilités. Présentement, on peut pas faire comment on appelle ça, un logement accessoire sur un terrain ou sur le logement existant, les contraintes des règlements municipaux et tout ça, c'est de changer ça puis apporter cette attention-là, cette possibilité, c'est de convertir une maison unifamiliale en multigénérationnelle plus facilement. C'est juste
assouplir les règlements puis les faire réfléchir les besoins du terrain. C'est de nous permettre de mettre en fonction des solutions existantes ailleurs, mais qui sont pas nécessairement faciles à exécuter ici sur le terrain. Je constate la même chose dans les milieux ruraux, dans les villages, exactement la même chose, cette incapacité à répondre aux besoins en logement, tu sais, dans des formes alternatives, là. Transformons un presbytère en logement, là, puis là, tu une municipalité qui abandonne, qui dit, je suis pas capable, il y a trop de règles à respecter, le financement est pas là, je serais capable d'accueillir, tu sais, 4, 5 personnes ou couples, tu sais, aînés dans le presbytère, mais finalement, non, ça marche pas. Puis mon besoin, il serait juste là. Puis ça prend trop de temps. Puis quand t'es rendu là, t'as pas des années à réfléchir. Tu sais, des fois, il faut que tu changes demain matin. Et finalement, ils s'en vont dans une autre municipalité. Après, là où il y a une RPA, là où il y a des programmes qui font en sorte que c'est facile et bénéfique pour eux, c'est un énorme problème pour le maintien en milieu rural, la question de l'habitation, tu sais, des fonds pour les municipalités, des fonds pour les GRT, des fonds pour ça, mais aussi des règlements qui rendent possible ou impossible la transformation des bâtiments. Là, les règles sont vraiment nombreuses. C'est pas simple, hein, je veux dire, ça a l'air facile à dire aussi, on devrait donc, là, mais en réalité, on sait que c'est assez compliqué. Fait qu'il faut, si ça nous tient à cœur, si c'est une priorité, il va falloir véritablement en faire un chantier prioritaire pour être capable de rester dans ces milieux-là puis de prendre tous les moyens pour y arriver. Mais là, on y est pas tout à fait. Cette question-là, je vais la transférer à mes collègues parce que ils sont plus experts que moi sur les questions d'habitation. Puis je pense qu'il va y avoir des éléments de réponse très intéressants qui vont venir d'eux. Fait que je m'engage à récolter des réponses pour pouvoir y répondre puis qui pourront vous être transférées par après. David. OK. Alors, on a le temps probablement pour une autre question. J'essaie de trouver une question qui est dirigée pour tout. On a une question de Janet Harvey. Il semble que toutes les petites villes et les MRC des régions ont les mêmes problèmes. Est-ce que le gouvernement du Québec peut aider les petites villes à développer et à payer pour les changements d'infrastructures qui sont nécessaires pour les aînés, comme de meilleurs trottoirs, le déneigement sur les trottoirs dans les villages, etc. Alors, c'est un peu comme, c'est quoi le rôle du province dans tout ça? Clermont Dugas, tu as nous donné quelques bonnes idées pour les changements politiques à la fin de ton PowerPoint. Je dirais pas vraiment. En fait, les gouvernements devraient être évidemment plus à l'écoute des besoins. En ce qui concerne la question du zonage agricole, entre autres, les problèmes sont dénoncés depuis longtemps, mais ça change pas grand-chose. Alors, j'ai comme l'impression que c'est la même chose aussi pour d'autres besoins qui exigent des solutions de la part des politiciens. Ce que je constate souvent, c'est qu'il faut des mobilisations populaires, il faut dépenser beaucoup d'énergie pour faire entendre, pour développer certains dossiers. D'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est manifesté au niveau du développement régional. Il a fallu les opérations dignité je dirais, qui se sont faites fortement entendre, ont réussi à obtenir des changements concernant notamment, par exemple, l'implantation des résidences pour personnes âgées en milieu rural. Alors, mais il a fallu une très forte mobilisation. Puis, Merci. Alors, une question pour toi, Bruce, parce que je vois que tu veux, tu veux répondre à ces questions. C'est une question de Nicolas Boudreau. Vous parliez de porte-à-porte pour rejoindre les personnes plus en marge. Est-ce que c'est le moyen que vous utilisez pour les rejoindre? Ou avez-vous des moyens particuliers pour rejoindre ces populations plus marginalisées? J'étais en train d'écrire une réponse. Ah, OK. C'est l'avantage d'une petite milieu. On connaît notre monde. Et là, on veut aller chercher de l'information.
leur opinion, mais d'une façon organique. On ne veut pas imposer. On veut savoir c'est quoi leurs besoins, leurs connaissances de qu'est-ce qui est sur le territoire et tout ça. Fait qu'on a une liste, on est en train de l'élaborer sur le territoire, mais particulièrement ici à Esquimalt. Et après ça, faire une approche générale par les médias, Facebook, toutes ces affaires-là. Mais on connaît qu'il y a des gens qui répondent pas à ça. Et suite à ça, un triage, on va cibler ceux. On veut vraiment parler à ceux qui n'ont pas de voix normalement. Parce que souvent, il y a une majorité silencieuse qui répondent pas aux sondages et ceux qui répondent, mais on prend des actions basées sur leurs réponses. Puis je pense que ça fausse la réalité terrain. Puis je fais vraiment un effort d'aller rejoindre ceux qui participent pas normalement pour vraiment valider nos orientations. C'est important. Merci. Merci pour ça. C'est elbow grease, on dit en anglais, là, pour aller rejoindre notre population. Puis l'avantage de connaître notre milieu. Oui. C'est un peu une intéressante question pour toi aussi, David Paradis, dans tes programmes. Alors, est-ce qu'il y a les efforts de vraiment rejoindre les personnes plus en marge? Oui, mais autrement dit que la personne qui demande l'accompagnement ou les formations, c'est la municipalité, mais on s'adresse à la municipalité. Okay. Fait que c'est ça. Fait qu'on leur dit, ben écoutez, dans votre contexte, nous, ce qu'on souhaiterait avoir, maintenant pour discuter de ça, c'est que vous mettiez en place une sorte de comité de parties prenantes. Puis là, on mise sur sur la municipalité, aller chercher des gens qui peuvent témoigner de ça ou qui ont tel profil, etc. Fait que nous, on n'est pas là sur ce terrain-là. Hein, fait qu'on les connaît pas, les joueurs. Ouais. Fait qu'on lance le message aux municipalités. S'il vous plaît, rejoignez tous ceux que vous voulez, puis on leur donne une idée des profils recherchés, mais il en reste pas qu'il y a d'autres choses, qu'ils les connaissent. Puis c'est leur responsabilité de les réunir. Mais les conseils municipaux ou les professionnels sont pas toujours prêts à passer au public, des fois, quand ils savent pas à quoi s'attendre dans l'accompagnement. Donc, des fois, ils travaillent avec nous en disant non, ça va aller plus tard, puis après coup, ils sont prêts, mais nous, on n'est plus nécessairement là. Donc, c'est pas notre mandat, sauf si c'est spécifiquement le mandat au départ, là, de faire ça, mais le message est toujours lancé que c'est véritablement important parce que s'il y a des zones d'ombre, ça se peut que la solution soit tout à fait inadaptée au final. OK. Merci pour ces réflexions, c'est intéressant. Autre chose? Qu'on a comme 3 minutes qui restent. Alors, je pense que c'était vraiment une discussion énergisante. Encore, je pense que nous pourrions être ici toute la journée. Merci au public pour ces merveilleuses questions et commentaires. Comme j'ai dit plus tôt, on n'a pas eu le temps de vraiment répondre à toutes les questions. Alors, on ferait de nos mieux de vous envoyer un courriel avec les réponses après la colloque. Alors, je tiens à remercier nos panélistes, Clermont Dugas, David Paradis et Bruce Wafer pour les présentations fantastiques. Et aussi, puisqu'il s'agit de notre dernier panel, je veux prendre le temps de remercier tous ceux qui nous ont aidés de l'équipe Vie. Alors, Catherine Bradette, merci Catherine. Sarah Anna Pustiol qui a aussi nous aidé, de Crages, Molly Brower, de Engage, Tristana Martin Rubio, de Concordia, merci David Murphy. Il est notre technicien. Et un grand merci pour tous nos merveilleux animateurs qui sont aussi les membres de l'équipe Vie, qui étaient aussi les membres de notre comité scientifique pour ce colloque. Alors, merci Pierre-Luc Lépien, Paula Negrand-Pobleté, Philippe Tessier et Julien Simard. Merci à tous nos fantastiques panélistes qui ont partagé avec nous leurs recherches, leurs réflexions sur le terrain, sur le thème de vieillir dans les territoires en transformation. Enfin, un grand merci au public de nous avoir rejoints. Encore, nous publierons les enregistrements des webinaires sur le site web. S'il vous plaît, restez en contact et merci et à bientôt. Au revoir tout le monde. Merci encore.